Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. Cela fait bien des années, précisément depuis le début des années 90, que sont menées au Cameroun des luttes dont l'objectif numéro un, clairement avoué, est de faire partir Paul Biya du pouvoir. Certains ont emprunté la voie des urnes il y a quelque temps, d'autres ont pris les armes contre la République, tout récemment. Beaucoup d'autres ont choisi la rue, seuls ou regroupés dans des groupes de résistance, avec de régulières marches de protestation, opérations coup de poing et autres appels au soulèvement populaire. Des groupes de résistance, donc les plus en vue, sont assurément les brigades anti-Sardinat, dont a parlé la Nouvelle, le journal de Jacques Blaise Vier, dans son numéro 484 du lundi 29 avril dernier, un journal, il faut le rappeler, très proche du pouvoir. En parlant des brigades anti-Sardinat, beaucoup savent pertinemment que ce ne sont pas leurs pistes de lutte qui feront tomber ce régime. Mais au moins, leurs bruits ont un avantage. Les dirigeants savent désormais que le peuple n'est plus dupe. Et aussi longtemps qu'ils le feront, les dirigeants ne dormiront plus du sommeil du juste. C'est déjà ça au moins. Parce que, en définitive, à l'observation, les luttes engagées par l'ensemble des forces du changement s'avèrent dans la durée d'une efficacité bien relative, puisque près de 30 ans après, le système, son chef, sont toujours là. Et si finalement l'on s'était trompé d'adversaires et de pistes de combat, nous en parlons dans ce 34e numéro XXL de notre série. Si nous éprouvons toutes les difficultés à faire tomber Paul Biya et son régime, c'est peut-être parce que nous ne nous sommes pas toujours rendus compte que depuis des décennies, nous nous battons en réalité, non pas contre Paul Biya, parce que lui c'est une vitrine, mais contre l'oligarchie financière qu'il a portée au pouvoir et qui le soutient jusqu'à ce jour. Et c'est là tout le problème. Car à ce niveau, le rapport de force est totalement défavorable aux forces dites du changement. En clair, l'écart est abyssal. L'oligarchie financière est très puissante, trop puissante. Une puissance qui provient précisément de la maîtrise de l'outil technique et scientifique au service de l'économie et de la finance. Parce que, chers amis, mesdames, messieurs, c'est dans l'économie et la finance que se trouve le véritable pouvoir dans ce monde. Les autres l'ont compris depuis longtemps, s'y sont engouffrés, les ont développés et nous dominent ici de la tête et des épaules. Ces maîtres du monde, il faut bien les appeler ainsi, le sont devenus et s'y maintiennent parce qu'ils se servent de leur intelligence, des savoirs techniques et scientifiques pour transformer la nature, la matière, fabriquer l'essentiel des commodités, ce qu'on appelle biens économiques et services, qui permettent de faciliter notre quotidien. Un exemple très proche de nous, Aliko Dangote, le Nigérian. Cet homme est rentré dans les rangs
des hommes de pouvoir. Depuis plusieurs années, il est indétrônable sur le podium des hommes les plus puissants d'Afrique. Pourquoi et comment? Tout simplement parce qu'il a quitté son statut de commerçant pour celui d'industriel, c'est-à-dire celui de la transformation successive des richesses naturelles de son Nigeria natal en des produits finis ou semi-finis. Sa fortune, en 2019, près de 11 milliards de dollars, dépasse de loin les 8 milliards et plus de dollars du budget annuel 2019 du Cameroun. Aliko Dangote se fiche royalement du pouvoir politique, qui du reste n'est qu'un trompe-couillon, un make-up bien réussi. Parce qu'avec sa puissance financière, c'est lui qui fabrique les présidents au Nigeria. Encore une fois, chers amis, c'est dans l'économie et la finance qu'il nous faut aller chercher le vrai pouvoir et l'arracher. La Chine l'a fait. Aujourd'hui, face à elle, les Européens sont à la ramasse. Ce n'est pas la politique qui transforme la société. C'est l'économie, c'est la fabrication de biens économiques, c'est la création des richesses qui la transforme. Les dirigeants politiques ne sont que de simples exécutants choisis par le monde de la finance pour faire appliquer les directives de ces derniers. Point barre. Nous ne l'avons pas toujours compris. Au lieu de cela, nous nous illustrons plutôt dans des discours oiseux, tribalistes, haineux, à la limite génocidaires. Nous passons notre temps à nous insulter comme du poisson pourri. Sardinard contre tortinard. Nous nous déchiquetons. Nous nous battons comme des abrutis pour le pouvoir politique. Quel pouvoir politique? Nous tardons à comprendre que la plupart de nos chefs d'État ne sont pas les choix des peuples. Ce sont des choix de ceux qui ont le pouvoir économique et financier, que l'on fait valider par des simulacres d'élections. Cessons de rêver et ouvrons les yeux. Le jour où les vrais maîtres du Cameroun décideront, s'ils ne l'ont pas déjà fait, tout étant une question de timing par rapport à leur calendrier, de porter leur choix sur Maurice Kamto, ils iront le chercher où qu'il se trouve. Et personne ne stoppera son ascension. Si c'est sur Cabral Libye, personne n'arrêtera sa marche vers le pouvoir. Nous pourrons aboyer à n'en pas finir sur les réseaux sociaux. S'il décide de faire de Georges Gilbert Bangoula le 3e président de la République, nous ne ferons rien. Parce que nous n'avons pas les armes pour les combattre. Et d'ailleurs, nous en sommes un tout petit peu conscients. Il n'y a qu'à voir l'enthousiasme et l'espoir avec lesquels nous nous accrochons désespérément sur l'extérieur, la communauté internationale en l'occurrence. Seulement voilà, qui est la communauté internationale à votre avis? Ou du moins, qui sont les principaux financiers de ces institutions et organisations? Ce sont les mêmes, ces monstres financiers qui soutiennent Paul Biya. Au regard du niveau de leur puissance, aux tentacules insoupçonnés, j'aime autant vous dire que tous les cris d'orfraie que nous poussons sur un prétendu pouvoir
que Paul Biya aurait passé à Ferdinand Gongo de gré à gré, et avec eux, tous les bruits que nous faisons et que nous appelons la révolution, nous font apparaître à leurs yeux comme des agités dans un bocal. Vous croyez vraiment que c'est Ferdinand Gongo qui dirige le Cameroun en ce moment? Vous le croyez? Vous êtes sérieux? Vous pensez que c'est Ali Bongo qui dirige le Gabon, par exemple? Vous croyez même que c'est Emmanuel Macron qui dirige la France, etc. Que nenni. Tous ces chefs d'État ne sont que des chefs de gouvernement de leurs pays respectifs. Le pouvoir, le vrai, est tenu par le monstre financier dominant. Et donc, chers amis, ma préoccupation est toute simple et je vais terminer là-dessus. Je vais être un peu long, mais c'est intéressant de m'écouter jusqu'à la fin. La parole, l'écriture et l'image sont des armes redoutables. Raison pour laquelle je vous demande depuis quelque temps de me donner des moyens de bâtir la nouvelle télévision du Cameroun, pour qu'avec toute mon équipe, nous puissions nous en servir. Premièrement, pousser les différents successeurs de Paul Biya à changer le logiciel de la gestion du pays. Pourquoi je parle des différents successeurs de Paul Biya? Parce que le président Paul Biya apparaît depuis quelque temps comme au bout du rouleau. Il n'y a donc logiquement plus grand-chose à attendre de ce côté et du coup, je regarde devant, vers le futur, en pensant au prochain président et tous ceux qui suivront. Et je voudrais, par extension, nous y amener tous. Nous qui militons pour un changement structurel au Cameroun, nous appuierons sur ce qui fait le plus mal, en montrant inlassablement dans le miroir de la NTC le visage hideux de nos esprits. Certes, nos dirigeants nous sont imposés, mais rien ne les empêche d'exploiter les marges de manœuvre qu'ils ont, aussi petites soient-elles, pour bien gérer le peu qu'ils ont et pouvoir résoudre une bonne partie des problèmes des populations. Rien ne les en empêche. Sauf cette mentalité malfaisante, cette espèce d'esprit maléfique. Cet esprit maléfique, ces âmes perverties par une absence de vision, un nombrilisme et un narcissisme dévastateur, une méchanceté gratuite, une kleptomanie et une cupidité apparaissant comme congénitale, un monumental gâchis des compétences, un égoïsme compulsif, une jalousie envers l'autre qui n'a pas de nom, un désamour criard pour l'intérêt commun, etc. Oui, tout cela c'est nous. Et encore, je n'ai pas tout déroulé. Deuxièmement, nous allons pousser les dirigeants à emprunter une voie dont on parle très peu et que nous hésitons à prendre et qui pourtant est la voie royale vers une vraie transformation de notre société. Nos dirigeants ont le devoir et nous ferons aussi le devoir de le leur rappeler, de nous sortir de ce statut de pays essentiellement pourvoyeur de matières premières pour résolument le tourner vers celui de leur transformation de façon industrielle. Et c'est le lieu ici d'encourager une réflexion engagée par un compatriote qui a exactement la même vision que moi. Son nom, Jean-Louis Kakmoupideux. Il est parti d'un postulat
L'Afrique est le berceau de l'humanité et celui de toutes les civilisations, pour un objectif final, lui faire retrouver la place qui fut la sienne, la première, pas moins. Une réflexion aujourd'hui dans sa phase active, avec la création d'une page Facebook là-dessus. Un concept qui se matérialisera bientôt avec l'édification d'une université de référence. Une université de l'excellence, de l'intelligence, de l'ingénierie. Chuo Kiku Cha African Pia. C'est en Swahili. Ou si vous voulez, University of New Africa, en anglais, qui sera le creuset dans lequel l'on extirpera des têtes, des esprits, des âmes et des tripes de nos enfants tout le génie qui y sommeille, afin de le faire éclore et le mettre au service du développement et de la liberté de l'Afrique. Dans cette future institution, on leur inculquera les savoirs scientifiques, techniques, historiques, anthropologiques, culturels, voire cultuels, qui leur donneront les armes, les compétences pour détecter eux-mêmes les richesses de leur pays et pouvoir procéder à leurs multiples transformations successives. On y réveillera leur intelligence, de manière à leur donner la capacité de créer des richesses, même là où on pense qu'elles n'existent pas. Qui pouvait imaginer qu'un concept comme Facebook ferait de son cofondateur, Mark Zuckerberg, l'un des hommes les plus puissants au monde? Il est, avec ses 62 milliards et 300 millions de dollars, la 8e fortune du monde en 2019. 7 fois le budget du Cameroun. 7 fois. Le visage du Cameroun commencera certainement à subir une métamorphose décisive, progressive et irréversible lorsque nous mettrons dans l'économie, dans la création et la transformation de nos richesses, la même force, la même énergie, la même niaque, la même détermination, la même passion que nous mettons en politique. Aussi longtemps que nous n'aurons pas compris ce que les autres ont compris depuis des centaines d'années, on pourra changer tous les présidents qu'on veut. Nous continuerons dans la servitude consentie. Nous continuerons à faire la manche auprès des institutions financières de Bretton Woods. Nous continuerons à importer tout ce que nous consommons à travers le monde, sans aucun apport dans notre produit intérieur brut, sans aucune valeur ajoutée dans notre économie, sans aucune incidence positive dans la création des emplois. Nous continuerons d'enrichir davantage ceux qui créent ces richesses que nous importons. Nous importons tout, de partout. Même les cure-dents, on en importe. Les cure-dents. Nous importons des vivres, punaise. Des vivres que nous pouvons produire au-delà de nos besoins. Comment les autres ne vont pas en profiter pour nous vendre toute leur merde, empoisonnée parfois? Nous sommes incapables de faire des recherches pour découvrir nous-mêmes les principes actifs versés dans la nature si généreuse. La végétation luxuriante, la flore d'une diversité extraordinaire dont regorge le Cameroun, pour en faire des médicaments. La santé est le bien le plus précieux au monde. La preuve. Les laboratoires de recherche pharmaceutique engrangent un argent si fou là-dessus
qu'ils forment les lobbies les plus puissants au monde, devant ceux des armes. D'un côté, l'industrie de la vie, de l'autre, celle de la mort. Vous voyez un peu le truc. Pendant ce temps, nous jouons les vaniteux dans des acquisitions de luxe, de grosses cylindrées, ou dans la construction des grandes bâtisses dont tout le monde sait que ce sont les fruits de nos multiples rapines, de nos vols et détournements. Le langage courant, c'est « T'as vu mon sac Louis Vuitton? T'as vu mon nouveau smartphone dernier cri? Ma nouvelle Merco ?» En attendant, même une usine de fabrication des vélos, il n'y a pas. Dans des fêtes, nous faisons les pains, relativement guindés, sirotant des liqueurs, vins et champagne de grandes marques, fabriqués, proposés, voire imaginés par les autres. Nous ne réfléchissons même pas au fait que dans ce secteur de la boisson, par exemple, nous pouvons nous aussi atteindre un niveau de qualité exceptionnel avec nos breuvages, nos vins de palme, raffia, notre quata, notre bilibili, notre fofo, notre dontol et autres mbalam. Pour peu que nous les sortions de leur stade artisanal de fabrication pour les amener vers une industrialisation où la codification, le contrôle de qualité, celui des teneurs en alcool seront des rigueurs. Je peux continuer, mais je m'arrête là parce que j'ai la gorge nouée de tristesse, presque au bord des larmes. Bonsoir. Bonsoir à tous.